Alors, pour commencer notre colloque sur la partie des tables rondes, j'appelle Guillaume Vassaux-Houlière, qui est CEO de YesWeHack. YesWeHack est une des premières entreprises, la première entreprise européenne de bug bounty. J'appelle le général Didier Tisser, qui est numéro 2 de ComCyber. J'appelle Nicolas Duvinage de C3N. Et j'appelle bien sûr Guillaume Tissier, mon complice pour le FIC, qui est directeur général de CIS. Alors, ensemble, nous allons aborder ce premier thème, qui est un thème plutôt orienté sur l'action. Comment agir pour éviter le cyberchaos. Alors, peut-être, et c'est là où je rejoins complètement, si vous me permettez, Alain Bauer, c'est la question du sens, c'est la question de la sémantique. Nous allons parler de choses qui sont clairement définies, alors que parfois, on va avoir des définitions réutilisées par les uns par les autres. La cybersécurité serait, paraît-il, la sécurité du ministère de l'Intérieur, et la cyberdéfense, celle du ministère de la Défense. On a comme ça des interprétations absurdes. Il faut revenir sur des choses claires. La sécurité des systèmes d'information, c'est la confidentialité, c'est la disponibilité, c'est l'intégrité. La lutte contre la cybercriminalité, c'est bien évidemment l'action pour rechercher les auteurs d'infractions et les déférer devant les juridictions. Et la cyberdéfense, c'est l'ensemble des mesures qui viennent s'ajouter et qui viennent en quelque sorte embrasser et épouser le reste. Pour faire quoi? Pour protéger ce qui est absolument fondamental, vital, dans nos intérêts fondamentaux de la nation. C'est-à-dire, en fait, nos opérateurs d'importance vitale. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment repartir sur ces trois thèmes. Et c'est l'alliance de la cyberdéfense, de la cybercriminalité, de la lutte contre la cybercriminalité et de la sécurité des systèmes d'information qui fait une cybersécurité qui est un niveau que l'on espère atteindre par un certain nombre de voies et moyens. Donc ça, je crois que c'est un point très important. Et tout à l'heure, vous parliez de la cyberguerre, cher Alain Bauer. La cyberguerre, pour qu'il y ait une cyberguerre, il faut qu'il y ait des destructions au moins égales à celles que l'on connaît dans le monde réel. Et deuxième chose, il faut qu'il y ait un ennemi déclaré, un ennemi identifié. Or, l'identification, c'est un grand problème. Or, le général ne me dira pas le contraire. Si la cyberguerre est encore très hypothétique, au moins juridiquement, le cyber dans la guerre est une réalité quotidienne. Donc, vous voyez qu'il faut qu'on reste sur des considérations tout à fait claires, nettes et précises. Voilà. Donc, je vous ai rappelé tout à l'heure, comment dirais-je, comment tout cela s'articulait. Et je crois qu'il y a un problème. Ah bon, il y a un problème de son. Bon. Oui, et tout ça maintenant va s'articuler, on va dire de l'alpha à l'oméga. On va essayer de reprendre, si vous voulez, cette présentation qu'a fait le rapport sur la revue stratégique cyberdéfense, en disant finalement tout repose sur de la prévention, de la protection, de l'anticipation, de la détection et de la réaction judiciaire et de la réaction militaire. Et c'est un peu sur cet alpha et l'oméga que nous allons travailler, sachant que chacun peut travailler sur plusieurs phases de cette gamme chromatique. Alors, le premier vers lequel je me tourne, c'est vers Guillaume Tissier. Guillaume, parce que souvent quand on parle de cybermenaces, cyberattaques, de risque de cyberchaos, on se dit mais est-ce qu'on ne peut pas anticiper, est-ce qu'on ne peut pas détecter suffisamment en amont? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre ce qu'on appelle la threat intelligence, c'est-à-dire la capacité d'avoir suffisamment d'informations, de renseignements sur les menaces? Ça veut dire qu'on change complètement les paradigmes et on travaille beaucoup plus en amont que ce que l'on faisait jusqu'à maintenant, d'une manière plutôt réactive. Alors Guillaume, la threat intelligence, qu'est-ce que c'est? Comment ça peut apporter une réponse par rapport au cyberchaos? Oui, merci mon général. Effectivement, depuis quelques années, on entend beaucoup parler de cyber threat intelligence. Alors c'est même devenu un peu un buzzword, donc avec sa part de mythe et sa part de réalité. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que depuis quelques années, on a une sorte de rééquilibrage qui s'opère, puisqu'on avait pour habitude de toujours considérer que le brouillard du cyberespace était finalement une fatalité, qu'on pouvait se protéger en empilant les couches de protection, de défense, mais qu'en revanche, toute connaissance de l'ennemi, de l'adversaire, était tout à fait impossible. On voit aujourd'hui qu'il y a des choses possibles. Il y a des choses possibles, notamment en remettant l'humain au cœur de la boucle. Et ces actions possibles sont finalement de différents niveaux. Le premier niveau, il est un niveau technique, qui consiste tout simplement à alimenter les systèmes de protection, les systèmes de détection, avec les signatures, donc les éléments techniques que l'on peut apprendre des attaques déjà passées.
C'est quelque chose d'absolument indispensable parce que si votre système de détection ne détecte que des attaques très anciennes, forcément, il laissera passer les dernières attaques, les dernières failles et exploits qui les exploitent. Ça, c'est la première couche. La deuxième couche, c'est ce qu'on appelle la cyber threat opérationnelle qui, elle, a effectivement vocation à essayer d'anticiper les attaques informatiques. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une sorte de radar à 360 degrés qui balaye l'environnement de l'entreprise sur les réseaux, qui ne soit pas donc tourné vers l'intérieur, mais qui soit donc tourné totalement vers l'extérieur pour essayer d'anticiper un certain nombre d'attaques. Détecter par exemple des actes préparatoires d'une attaque. Il n'y a pas très très longtemps, on a par exemple pu détecter la publication sur un site de Pastebin des fichiers qui montraient qu'une reconnaissance avait été opérée sur le réseau d'une association. L'action derrière, c'est bien sûr de prévenir l'association, l'organisation en question, pour lui expliquer que potentiellement, elle va faire l'objet d'une attaque en défacement, en déni de service. Donc ce type d'action est tout à fait possible. Ça, c'est donc le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau le plus stratégique, qui consiste tout simplement à alimenter en données fiables, le plus objectif possible sur la menace, les dirigeants, les couches stratégiques, pour leur permettre d'orienter les stratégies de sécurité. On voit bien qu'on a à la fois vis-à-vis de ces couches stratégiques un travail de sensibilisation, un travail également d'éducation, d'information, à travers des indicateurs qui sont le plus objectifs possible. Et donc, premier exemple, lorsque une banque vous explique que parmi ces risques IT, eh bien, il y a un risque sécurité. L'objectif, c'est de pouvoir fournir, à côté des indicateurs sur les vulnérabilités, un certain nombre d'éléments sur les menaces, lui permettant, par exemple, d'avoir chaque mois des tableaux de bord expliquant quels sont les derniers malwares bancaires sortis sur le dark web et leur permettant ensuite, bien sûr, de réagir, d'adapter leur stratégie de sécurité. Donc il n'y a pas de fatalité, je pense qu'il y a des actions de renseignement qui sont possibles. Ces actions de renseignement, elles appellent et elles requièrent tout d'abord des hommes, clairement. La place de l'homme sur ces actions est absolument essentielle, d'où l'une d'ailleurs de nos actions en matière d'entraînement. Cette place de l'homme, elle doit aussi évidemment être aidée par les technologies. Lorsqu'un SOC traite chaque jour plusieurs milliers d'événements sécurité, il est évident que pour se consacrer aux quelques événements sécurité qui méritent d'être traités, d'être suivis, il faut des technologies permettant d'automatiser, d'orchestrer un certain nombre de choses. Et donc on voit aujourd'hui aussi une tendance à l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle, par exemple, pour automatiser, faciliter le traitement des incidents et orienter l'homme vers les incidents qui méritent vraiment une action particulière. Alors, on le voit aussi, il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés au quotidien pour la surveillance, des outils qui sont des outils de collecte, qui sont des outils d'analyse. Donc j'ai parlé de l'intelligence artificielle. Donc cette intelligence artificielle, elle permet de travailler sur la détection, notamment. On est capable aujourd'hui d'améliorer la détection avec des systèmes qui ne fonctionnent plus uniquement sur la base de signatures, mais bien avec de l'apprentissage dit non supervisé, c'est-à-dire que le système apprend, reconnaît quels sont les comportements normaux et anormaux, et donc ensuite en mesure d'agir pour détecter des attaques non prévues, non anticipées, qui sont par exemple des attaques exploitant des vulnérabilités zéro day et des choses non connues. Ces technologies sont aussi capables de nous aider à prendre en compte les attaques, à mieux les comprendre, à évaluer leurs conséquences. Donc ça, c'est également quelque chose de tout à fait intéressant. On voit de plus en plus des technologies d'orchestration qui permettent par exemple d'automatiser la réaction à des attaques, les actions correctives, avec évidemment des risques. Lorsque vous avez un système qui automatiquement prend la décision de bloquer une adresse IP parce que cette adresse IP apparaît dans une attaque, forcément, il peut y avoir des effets de bord. Néanmoins, ce sont quand même des actions assez intéressantes et ce sont des actions qui sont largement développées aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez des programmes qui se sont lancés justement pour développer l'apport, l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle. Il y a même un challenge lancé par la DARPA qui est un challenge qui est en fait une sorte de capture the flag totalement automatique entre machines permettant à des machines de s'affronter sur la détection et la correction de bugs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu lors du dernier challenge que
la première équipe technique, le premier ordinateur qui avait gagné était simplement à quelques points de la dernière équipe humaine. Et donc on voit bien là une sorte de rattrapage qui s'opère, un peu comme ce qu'on a vu d'ailleurs dans les tournois d'échecs, où la machine en 20 ans finalement est arrivée aujourd'hui à battre des maîtres. Eh bien, on voit exactement la même chose dans le domaine de l'intelligence artificielle avec ce type de technologie. Et puis le dernier point sur ces technologies, c'est la problématique de la résilience. Résilience, tout simplement parce que à partir du moment où on est capable de plus en plus de travailler, d'agir sur des systèmes qui seront secured by design, qui seront résilients, et bien forcément l'ensemble du système devient lui-même plus sûr. Et donc là, on a aussi un certain nombre de travaux qui sont menés pour embarquer la sécurité vraiment au cœur de l'ensemble des outils. Donc ça, vous avez des programmes également aux États-Unis assez précis, notamment de la DARPA, qui investit beaucoup sur ces sujets. Alors évidemment, ça reste un jeu un peu du chat et de la souris. On a une progression des technologies qui permettent d'améliorer la sécurité, d'améliorer la protection, d'anticiper. Ces mêmes technologies sont aussi utilisées par les attaquants. Néanmoins, l'objectif dans cette course, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance. Merci Guillaume de cette présentation. On voit bien l'importance de l'intelligence artificielle comme aide à la détection, mais en même temps, on voit bien, ça a été longuement développé par des acteurs, des écrivains contemporains sur la bataille, la guerre des intelligences. Je pense à Laurent Alexandre, qui montre bien que demain, peut-être, ce sont des intelligences artificielles qui vont lutter les unes contre les autres. Alors, pour pouvoir, comment dirais-je, anticiper, détecter, travailler en amont, anticiper, il nous faut des compétences. Alors, les compétences, on peut les trouver dans les grandes écoles, et je les salue aujourd'hui, mais on peut aussi les trouver ailleurs. On peut la trouver par cette compétence chez des personnes qui ont une appétence pour le numérique, qui sont des self-made man ou self-made woman. Et je crois que, Guillaume Vassaux-Houlières, vous avez une belle expérience sur le sujet, vous qui avez créé la première entreprise européenne de bug bounty. Merci. Oui, aujourd'hui, en fait, nous, moi, je suis un pur produit en fait de cette communauté, puisque ça fait 11 ans notamment que je m'occupe de la nuit du hack. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rassemblement de hackers éthiques où il y a environ 2500 personnes. La nuit du hack a commencé, on était une dizaine dans un cybercafé, donc en 2003. Et aujourd'hui, on a investi la Cité des Sciences pour sa 16e édition. Donc oui, aujourd'hui, on en parle beaucoup, il faut de l'humain. Certes, il faut de l'expertise. Donc notre devoir d'expert, c'est aussi de démystifier justement cette cybersécurité. Donc la démystifier, c'est aussi embarquer avec nous justement des compétences, créer des vocations. Donc comment on fait? C'est qu'aujourd'hui, notamment, on sait que d'ici 2021, il y aura plus de 3 millions de postes ouverts dans la cybersécurité. Aujourd'hui, on sait qu'en France, en fait, que les entreprises n'ont pu adresser que 40% en fait de leurs besoins en termes de recrutement autour de la cybersécurité. C'est aussi le cas, tout le monde a besoin de ces compétences, le ComCyber pourra sûrement en parler. Comment fait-on? En fait, il y a une solution, c'est qu'aujourd'hui, la crowd security, donc la crowd security, c'est utiliser justement une communauté de hackers éthiques pour justement sécuriser des infrastructures. Alors des infrastructures qui sont exposées sur Internet, mais aussi des infrastructures qui sont typiquement de l'IoT, des voitures, etc., pour aller chercher la compétence là où elle est. Donc, notamment, le Bug Bounty, en fait, c'est une plateforme qui va centraliser cette communauté-là, donc de hackers éthiques, qui va la mettre à disposition, en fait, des entreprises, des États, puisque notamment, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, mais Hack the Army, qui a remonté plus de 120 vulnérabilités, a justement utilisé, l'armée américaine a utilisé le Bug Bounty, donc la crowd security, pour justement sécuriser ses infrastructures extérieures. Donc on voit qu'il y a quand même une notion de performance, et c'est quelque chose qui, opérationnellement parlant, dans une transformation numérique, est assez agile. Donc l'agilité fait qu'en fait, on va chercher les ressources là où ils sont, et on crée des vocations. Donc ça, c'est important, puisqu'on a des besoins de recrutement, on en a tous, il y a un turnover, et il faut créer des vocations. C'est aussi via des cursus, on va dire, scolaires, mais pas que. Puisque, en fait, au final, la cybersécurité, pour cette communauté, c'est avant tout une passion.
Et c'est là où on voit que les passionnés, on l'est tous, hein, passionnés de quelque chose, c'est là où on est le plus performant. Et c'est là où justement on excelle dans l'art qui est notamment le hacking et l'intrusion dans les systèmes d'information pour le bien commun, pour le bien des entreprises ou pour le bien notamment d'un État. Anticiper, c'est aussi via le recrutement. Donc ça, c'est important de comprendre que la cybersécurité, c'est l'enjeu de demain, c'est l'enjeu de la transformation numérique. Il n'y aura pas de transformation numérique sans des fondations solides, sans cybersécurité, sans humains derrière pour justement apporter cette expertise et la démystifier au plus grand nombre. Donc ça va de nos TPE à nos collectivités locales, à nos institutions étatiques et à nos sociétés, nos plus grosses sociétés, hein, européennes ou françaises. Donc on a tous besoin de ces compétences. Donc il faut justement émuler cette communauté et l'émuler. Le bug bounty en fait partie, mais il y a d'autres sujets, notamment comment les protéger, mais ça on y reviendra autour de la table ronde. Aujourd'hui, l'IA, pour se déployer, Guillaume en a parlé, on a besoin derrière d'un traitement humain. Donc il faut bien créer justement ces signatures. Ces signatures, on va les créer par rapport à une source de données. Ça peut être derrière un humain. Donc typiquement quelqu'un qui va remonter au sein d'un programme de bug bounty un type de vulnérabilité qui est potentiellement, arrivé un moment, on va centraliser des milliers de vulnérabilités. Il faut savoir que nous aujourd'hui, en 1 an et demi, on a remonté plus de 3000 vulnérabilités sur une soixantaine de périmètres de tout type, hein, que ça soit électronique ou purement numérique, hein, des sites internet ou des applications mobiles. Et aujourd'hui, on a plus de 4000 experts sur la plateforme. Essentiellement européens, puisque comme l'a dit le général, nous sommes avant tout européens, français. On est la première plateforme ouverte européenne. Et derrière, nous avons 4000 experts qui sont justement, qui mettent leur expertise au profit justement des entreprises et des projets qui ont besoin justement de cette compétence. Et ça, c'est important de comprendre que l'IA ne pourra pas apprendre tout seul. Derrière, il faut des humains. Donc des humains pour créer les signatures, mais des humains aussi pour les valider, pour justement pouvoir anticiper, détecter, protéger, mais aussi potentiellement réagir, hein, puisque l'intelligence artificielle va sûrement dévier vers des outils un peu plus offensifs. Donc ça, il faut y penser. Et tout ça s'inscrit dans de l'innovation, mais il n'y aura pas d'innovation sans justement l'humain, l'expertise. Et c'est une histoire de coopération, hein. La cybersécurité, pour moi, c'est de la coopération de tout milieu, hein. On doit impliquer, c'est une cybergouvernance. Donc c'est important de prendre conscience que justement, il y a des communautés qui existent, qui sont organisées, hein. Au final, on croit que c'est le chaos vu de l'extérieur parce qu'on ne les connaît pas. Mais au final, c'est des communautés qui sont organisées, très compétentes, sur qui on peut s'appuyer. C'est des gens qui ont des valeurs. Et tout ça s'inscrit dans une logique de confiance pour le bien commun. Ben merci Guillaume pour cette présentation. On reviendra sur vos propos sur le statut du hacker éthique, sur l'évolution de la loi, est-ce qu'il faut améliorer encore sa protection par rapport aux règles assez rigoureuses de la loi Godefroy, mais on reviendra à ça tout à l'heure. Pour le moment, je me retourne vers Nicolas Duvinage. Là, nous avons échoué, si je puis dire, mais ce n'est pas vous qui avez échoué, dans la détection, dans la protection, et l'infraction se commet. Et là, Nicolas Duvinage, patron du C3N, entre en piste. Alors là, maintenant, la vraie question, c'est de se dire, est-ce que, face à une France qui est submergée de cyberattaques, allant de l'entreprise, de l'OIV, jusqu'à Madame Michu, qui voit son usurpation d'identité sur Internet mise en cause, est-ce que le cyberchaos, c'est pas de se retrouver sur des forces de sécurité construites selon le modèle du 19e ou du 20e siècle et qui ne sont pas capables de prendre en compte les attentes de la population? Donc, en gros, cher Nicolas Duvinage, qu'est-ce que vous faites pour éviter le cyberchaos judiciaire? Merci, mon général. Alors, je vous remercie pour cette introduction parce que vous avez cité le 19e siècle. Et ça me permet de revenir à des choses extrêmement concrètes et rappeler que le cyberchaos, il n'est pas forcément criminel et il n'est pas forcément d'origine volontaire. Le cyberchaos, il peut être d'origine accidentelle, il peut être d'origine naturelle. Je rappelle d'ailleurs que le mot bug, à l'origine, c'est un insecte
qui s'est introduit dans un ordinateur qui était un peu plus gros qu'aujourd'hui et qui a grillé sur un circuit et qui a par la même occasion fait griller le circuit. Donc un bug, à l'origine, c'est une cause naturelle ou accidentelle. Ça peut être une erreur de programmation. Un bug, plus moderne cette fois-ci, c'est ni plus ni moins qu'un développement un peu trop rapide, une erreur de programmation. Et donc le chaos, il peut aussi avoir une origine criminelle, que cette origine criminelle soit ciblée, que la victime ait été choisie et patiemment étudiée préalablement, ou qu'il s'agisse d'une attaque criminelle indiscriminée, c'est-à-dire qu'on va utiliser une vulnérabilité et qu'on va appliquer des exploits, des outils d'exploitation de ces vulnérabilités à travers la planète, ourbi et torbi, quelle que soit la nature, le nombre et la qualité des victimes. Parmi les causes accidentelles, ou naturelles ou criminelles de ce cyberchaos, il peut y avoir des causes qui viennent du 19e siècle. Je rappelle une chose quand même, c'est que quand vous coupez le jus, c'est déjà le début du cyberchaos. Et on est aujourd'hui dans une société qui est dépendante, très dépendante, à un certain nombre de facteurs. L'automobile, on le voit, dès qu'il y a 5 cm de neige, le pays est paralysé. Le pétrole, je ne vais pas y revenir. On est dépendant à l'électricité. Dès qu'il y a une tempête ou des inondations et qu'il y a des arbres qui tombent sur des câbles, on n'a plus de train. Et dès qu'il y a des inondations, il y a des quartiers entiers qui n'ont plus d'eau. Donc le cyberchaos, c'est aussi la dépendance à l'électricité. Et prévenir le cyberchaos, c'est aussi... c'est un petit peu bête à dire, c'est extrêmement terre-à-terre, mais je crois qu'aussi il faut le rappeler de temps à autre. C'est aussi se garantir son approvisionnement en électricité de façon redondée. Et c'est aussi penser à cette source de chaos là. On n'a pas assez non plus, je crois, insisté sur les différentes conséquences ou formes de cyberchaos. Il y a évidemment ce que tout le monde a en tête, qui a été extrêmement médiatisé ces derniers mois, ces dernières années, le cyberchaos économique sur les systèmes de transport, avec des virus, qui soient ransomware ou pas ransomware d'ailleurs, qui obligent dans les aéroports les compagnies aériennes à revenir à un système d'enregistrement manuel des bagages et des passagers, des trains ou des métros autoguidés qui s'arrêtent en plein milieu des voies. Le système de santé, notamment britannique, qui a été perturbé avec des opérations qui ont dû être différées. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je reviens aussi aux conséquences, enfin aux causes accidentelles ou aux erreurs humaines. Je rappelle quand même un cas qui malheureusement a défrayé la chronique en France et qu'on associe très peu à du cyberchaos, qui est l'affaire des irradiés d'Épinal. L'affaire des irradiés d'Épinal, c'était il y a 10 ou 15 ans, je crois. Ce sont ces malades atteints de cancer, me semble-t-il, qui étaient traités par irradiation. Et une dizaine ou une quinzaine, peut-être même une vingtaine d'entre eux ont reçu des surdoses de radiation qui, au lieu de les guérir, les ont malheureusement tués. Eh bien, ce n'est pas secret de le dire, hein. Il y a eu des publications, notamment de l'agence de l'autorité de sûreté nucléaire. Une des raisons, parmi d'autres, de cette irradiation, c'est qu'un certain nombre de personnels de l'établissement hospitalier considéré n'étaient pas très contents de l'interface homme-machine qui permettait de programmer les doses de radiation, ont développé un petit programme qui leur seyait mieux, et ce faisant, avec ce petit programme, ont introduit un bug avec, c'est malheureux pour les victimes, un décalage d'1 0 dans les doses de radiation administrées. Voilà, donc un très vieil exemple, bien franco-français celui-là malheureusement, sur une forme de cyberchaos avec des conséquences très concrètes sur la vie des gens à cause d'une erreur.
On a parlé des chaînes de production de construction automobile qui a été mise à l'arrêt, un grand industriel du verre. On a eu également, ça a été absolument pas médiatisé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons eu en 2017 en France le cas d'un petit producteur d'électricité qui a eu 4 de ses centrales régionales mis à l'arrêt pendant 2 heures à cause d'une attaque informatique délibérée, pour le coup. On ne sait pas encore si elle était indiscriminée ou ciblée, mais ce n'était pas accidentel. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. La bourse, faux communiqué de presse Vinci il y a 1 an et demi, annonçant des résultats catastrophiques pour le groupe Vinci. Communiqué repris en boucle pendant quelques minutes par des grandes agences de presse qui ont fait plonger le cours de bourse de Vinci de 10 ou 15% en quelques minutes avant que les choses reviennent à la normale. Et puis, du chaos sociétal également. Je rappelle que lors de la dernière montée en température, si je peux dire, de l'ordre public en Guyane, il y a eu des fake news qui ont été diffusées sur un certain nombre de réseaux sociaux, appelant la population guyanaise à se retrancher chez elle et à faire des stocks de provisions, parce que, soi-disant, d'énormes renforts en force de l'ordre allaient être envoyés manu militari en Guyane pour aller mater les esprits rebelles et qu'il était temps presque de prendre les armes. Les Russes qui ont été, je ne sais plus si c'est début 2016 ou début 2017, impactés de plein fouet par ce qu'on a appelé le Blue Whale Challenge, le défi de la baleine bleue, qui était un défi sur le réseau VKontakte, l'équivalent russe de Facebook, mais ça s'est déporté fort heureusement à très faible intensité en Europe occidentale. Mais il y a eu des épidémies de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de suicides chez les adolescents en Russie. Ça, ce n'est pas un fantasme journalistique. C'est un fait établi. Nous avons été saisis via Interpol par les autorités russes, nous comme les autres États membres de l'Union d'ailleurs, pour apporter notre éclairage, donner des conseils aux autorités russes sur comment endiguer cette vague de suicides causée par les réseaux sociaux. Voilà, donc ça me paraissait important de rappeler les causes et les conséquences. Alors, après cette ces trop longs rappels, quelle est la place de la gendarmerie ? C'est déjà pour rappeler que la place de la gendarmerie, au titre du judiciaire et du répressif en tout cas, c'est quand les causes sont criminelles. Si les causes ne sont pas criminelles, la gendarmerie peut éventuellement intervenir au titre de l'ordre public et de la sécurité publique, mais certainement pas au titre de la police judiciaire. Ensuite, on peut faire, bien entendu, éventuellement, et on en fait, de la prévention. La prévention, on en fait à la lumière des faits qui ont été commis et qui ont été portés à notre connaissance. On le fait soit avec des partenaires privés, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres syndicales, des colloques, etc. Mais on peut le faire avec des partenaires aussi, et je voulais souligner aujourd'hui la richesse de la collaboration que nous avons engagée avec le GIP, le groupement d'intérêt public ACIMA, Assistance aux victimes de cybermalveillance, cybermalveillance.gouv.fr, qui vise justement à faire de la prévention en matière de cybermalveillance et pourquoi pas pour éviter le cyberchaos. Avec l'ANSSI, bien sûr, avec des ONG aussi. On a parlé tout à l'heure du Blue Whale Challenge. Nous avions travaillé à l'époque avec une ONG qui s'appelle e-Enfance et qui s'occupe de faire de la prévention à destination des jeunes publics, mais aussi des publics moins jeunes, sur du chaos sociétal et pas forcément sur du chaos économique. Et en matière de répression, enfin, donc, quand il s'agit de causes criminelles, au mieux, on cherche à faire, ça va peut-être choquer nos partenaires du ministère des Armées ou des services de renseignement, on cherche à faire de l'attribution. On cherche à faire de l'attribution non pas pour des raisons stratégiques ou politiques ou militaires, mais on cherche à faire de l'attribution tout simplement pour identifier et interpeller, si possible, les auteurs de ces actes quand ils sont criminels, délictuels ou criminels, les interpeller,
les condamner, leur éviter une réitération des faits. À défaut, confisquer les avoirs criminels. À défaut, entraver ou ralentir leur action ou créer des coûts ou des délais qui rendent moins intéressante la commission de l'infraction. C'est également pouvoir dresser un état de la menace, alors de façon beaucoup plus complète évidemment que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, mais comprendre la menace, avoir une typologie des menaces, des modes opératoires, c'est aussi important pour mieux faire de la prévention, mais aussi pour mieux adapter nos effectifs, nos moyens, nos méthodes de travail. Quand on nous dit, écoutez, vous voulez davantage d'effectifs, davantage de budget pour lutter contre la cybercriminalité au ministère de l'Intérieur, en gendarmerie ou ailleurs, mais encore faudrait-il que vous ayez un nombre de plaintes suffisant, que vous ayez un nombre de faits suffisant. L'intérêt d'avoir un bon thermomètre statistique devient crucial. Je ne suis pas là pour vous dire portez plainte systématiquement. Nous sommes aujourd'hui trop souvent engorgés par des plaintes qui sont des plaintes prétexte juste pour avoir un petit bout de papier pour une assurance ou autre, avec des chefs d'entreprise qui viennent nous voir en nous disant je viens porter plainte pour telle attaque informatique, mais rassurez-vous, j'ai fait le ménage, il ne reste plus rien. Je suis désolé, mais quand on vient porter plainte avec rien, on ne peut rien faire. Voilà. Et puis donc à minima, comprendre le mode opératoire qui a été mis en œuvre pour mieux mettre en œuvre des mécanismes de prévention, à défaut d'avoir pu interpeller. Merci beaucoup. J'ai bien aimé votre réflexion sur l'attribution. C'est une question essentielle pour la cyberdéfense. Attribuer qui est derrière une cyberattaque qui, je le rappelle, tant qu'on n'est pas en cyberguerre ou dans le cyber dans la guerre, est une infraction. On est dans le droit commun, puisqu'on n'est pas encore dans le droit des conflits armés. Simplement, c'est comme une dette d'1 euro par rapport à une dette d'1 milliard d'euros. C'est toujours une dette. 1 euro, on envoie un huissier. 1 milliard d'euros, on vous invite à déjeuner. Donc vous êtes finalement dans la continuité, dans le continuum sécurité-défense. Simplement, à un moment donné, vous utilisez d'autres moyens pour pouvoir répondre aux attentes du gouvernement, de la société, par rapport à un phénomène qui, lui, prend une ampleur de plus en plus complexe et de plus en plus grande, de plus en plus profonde. Merci, mon général, de bien nous dire comment maintenant, cyberdéfense, comme cyber qui est quand même récent, 5 mai 2017, sauf erreur de ma part, comment s'inscrit-il dans ce paysage en apportant quelque chose de plus à tous les autres, à ceux qui font de la prévention, ceux qui font de la répression, et puis ceux qui font de l'action. Voilà. Merci, mon général. C'est bon. Oui, donc en effet, le commandement de la cyberdéfense des armées est une structure relativement jeune, mais qui s'ancre en fait dans une dynamique qui a été établie au travers des livres blancs de 2008 et de 2013 et qui ancre justement le cyberespace comme un espace de conflictualité. Le cyberespace, pour beaucoup, c'est en fait un multiplicateur d'effets. Ça peut être des effets sociaux, culturels, économiques, mais aussi de lutte d'influence. Et dans le monde des armées, dans le monde des puissances entre États ou entre groupes qui peuvent se manifester au travers de moyens assimilables à des actions de guerre, eh bien, c'est une conflictualité pour prendre l'ascendant sur l'autre, pour lui imposer sa volonté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le commandement de la cyberdéfense des armées, il est résolument opérationnel. Et quand on dit opérationnel, c'est avec pour objectif l'autonomie stratégique, le maintien de la liberté d'action dans ce nouvel espace. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cet espace peut être utilisé par certains. Donc on passe par le cyberespace pour avoir un effet sur la vraie vie, sur un certain nombre des moyens, par exemple du ministère des Armées ou d'autres services de l'État. On peut aussi agir dans le cyberespace et on va à ce moment-là attaquer les systèmes d'information de l'État, par exemple, pour les réduire à néant, pour masquer une attaque. Et puis, évidemment, on a aussi ces possibilités d'agir sur ce qu'on peut appeler la couche cognitive du cyberespace.
Et là, en fait, c'est sur les idéologies. Et là, on est en plein cœur de la propagande, du recrutement, notamment terroriste. Donc là, c'est un volet qui est important. Et cette vision des types de conflictualité fait qu'aujourd'hui, le commandement de la cyberdéfense a en fait 3 axes. Le premier axe, c'est un axe de protection. Au même titre que un petit peu toutes les entités, on doit protéger nos propres moyens, puisqu'aujourd'hui, le ministère des Armées est pleinement numérisé. On peut presque parler d'homme augmenté. Hein. Le soldat, avec son équipement, peut avoir un lien satellitaire, un smartphone ou une tablette, avec son plan d'action, son plan de bataille. Il est suivi par son commandement. On a des mécanismes que l'on peut appeler Blue Force Tracking. On sait où il est, comment il s'insère. Donc aujourd'hui, ces systèmes d'information, ils sont essentiels à la planification, à la conduite des opérations et au fonctionnement quotidien du ministère. Donc il faut les protéger. Et dans le cadre de cette mission de protection, le ComCyber, eh bien, d'une certaine manière, on est avec l'ANSSI. On est sous la coupe du Premier ministre qui a cette responsabilité de la protection de l'ensemble des systèmes. Et bien évidemment, on échange avec eux des éléments sur la caractérisation de la menace, les détections que l'on peut avoir sur les différents réseaux. Et là, c'est un volet qui est très important d'échange, de partenariat avec l'ensemble des services de l'État, mais pas que, aussi justement avec un certain nombre de partenaires qui peuvent être eux aussi attaqués. Donc on a ce lien civil-militaire, ce lien très fort. Donc ça, c'est la partie protection. On a une partie qui est la défense, parce que bien évidemment, l'attaque dans le cyberespace, elle est souvent très efficace. Le bouclier a souvent un temps le glaive a souvent un temps d'avance sur le bouclier. Et donc, la protection, souvent, ce sont des moyens humains, ce sont des moyens financiers. On ne peut pas colmater toutes les portes, toutes les fenêtres, mettre des serrures complexes un petit peu partout. Donc, il y a forcément, de manière résiduelle, des vulnérabilités. La défense, elle est là justement pour pouvoir intervenir. Et justement, c'est pour ça aussi que j'évoquais l'ANSSI, en fait, un l'ANSSI qui a un rôle par rapport à la défense, hein, pour l'ensemble des services, et qui pousse l'ensemble des acteurs justement à développer leur protection, quoi. Donc protection, c'est le premier niveau basique, où chacun est responsable. Et puis après, on a la partie donc défense, où là, le ComCyber est responsable de la défense de l'ensemble des réseaux du ministère des Armées. Et troisième volet, et justement en général vous pointiez ce point spécifique du ComCyber, c'est sur l'action, c'est sur les opérations dans le cyberespace. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'aucune opération ne se conçoit sans que l'on aborde le volet cyber. Ça ne veut pas dire que chaque opération a nécessairement un volet cyber qui se réalise, mais dans la conception des opérations, on va intégrer la possibilité d'insérer un effet cyber. Donc cet effet cyber, il peut être très variable, hein, pour justement apprendre un peu plus sur l'adversaire. Ça peut être aussi justement pour empêcher l'adversaire de dérouler sa stratégie. Donc il y a plusieurs manifestations possibles. Alors aujourd'hui justement, ce volet opérationnel, il se fait parce que le commandement de la cyberdéfense est au sein du pôle opérationnel des armées et justement au sein, enfin juste à côté du centre de planification et de conduite des opérations, quoi. Donc cette proximité opérationnelle permet de travailler et donc d'intégrer dès le début ce volet cyber. Alors bien évidemment, ce qui est important, c'est de connaître l'adversaire et savoir ce qu'il peut faire dans le cyberespace. Dans le cyberespace, on peut faire énormément de choses. Aujourd'hui, ce qui caractérise le cyberespace, et moi je suis un aviateur, et en tant qu'aviateur, ça m'évoque vraiment beaucoup de choses, c'est la fulgurance de l'action. On appuie sur Hunter ici en France, et l'effet peut se produire de l'autre côté des océans et des mers, quasiment en instantané. Aussi, l'ubiquité, grâce justement au réseau, à partir du moment où ces réseaux sont connectés, on peut agir pratiquement partout. Autre point, la précision de l'action. Pour peu qu'on soit suffisamment compétent, on peut aller cibler véritablement tel ou tel ordinateur ou tel utilisateur. Ou bien,
on peut aussi faire usage d'une grande puissance et là, tout azimut, attaquer une entreprise en entier, tenter d'attaquer un service de l'État, voire un État dans sa globalité, dans l'ensemble de ses services. Pareil aussi, on parle parfois aussi d'empreinte minimale ou empreinte limitée. Donc en fait, avec peu de personnes suffisamment pointues, on peut agir de manière très efficace dans le cyberespace. Donc justement, pour faire face à tout cela, aujourd'hui, le commandement de la cyberdéfense est une structure qui est assez jeune, mais même si elle s'ancre dans une dynamique qui commence maintenant à s'ancrer dans le passé, et tous les grands chefs politiques et militaires sont convaincus du bien fondé de la démarche, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, notre structure, en fait, elle est principalement composée d'un centre opérationnel, le centre d'opération du ComCyber. C'est grosso modo un tiers des effectifs du ComCyber, de l'état-major de la cyberdéfense. Et grâce à ce centre opérationnel, on peut agir sur un certain nombre d'entités, d'unités, des unités interarmées, spécialisées dans la lutte informatique défensive, spécialisées dans les audits pour de vulnérabilité des systèmes, ou bien vers des unités de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la marine, qui sont justement dans le domaine de la cyberdéfense, cyberprotection, qui participent. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a à peu près 3000 cybercombattants au sein du ministère des Armées. Mais en fait, dans ces cybercombattants, en effet, ils sont sur l'ensemble des volets. Et donc, la répartition, on peut considérer qu'on a quand même une bonne moitié qui est sur la partie traditionnelle de protection, défendabilité, défense, et puis après les nouveaux domaines en fait qui apparaissent aujourd'hui dans le domaine de la cyberdéfense. Un exemple aussi, donc on est petit mais très agile et on a cette capacité donc d'agir sur l'ensemble du ministère. Le commandant de la cyberdéfense, il est conseiller de la ministre et il va justement apporter une cohérence dans le modèle et préparer l'avenir et développer des capacités. Et quand je dis développer des capacités, c'est vraiment au sens le plus large possible. Et peut-être que certains de vous connaissent cet acronyme DORES, le D pour doctrine, le O pour organisation, le R pour des ressources, notamment financières ou humaines, le E pour les équipements, le S pour le soutien. Le soutien, c'est très important, le soutien sécurité, et le E pour entraînement, où là aussi c'est quelque chose d'important. Et le commandement de la cyberdéfense a une entité particulière justement pour tout ce qui est préparation opérationnelle. C'est vraiment essentiel. Le meilleur moyen de se former et d'apprendre, c'est d'être mis en situation. Et notamment, on fait ce qu'on appelle en effet des red teams, des blue teams, on teste toute la chaîne de façon à être réactif et pour pouvoir se préparer justement à une éventuelle attaque. Et dernier point que je souhaite évoquer dans un premier temps avec vous, c'est justement le partenariat. Un bel exemple, c'est ce fameux pôle d'excellence cyber qui historiquement s'est implanté en Bretagne mais qui a une vocation nationale. Et en fait, grâce à ce pôle, on réunit des acteurs civils et militaires, des universitaires, des PME, des grands groupes, des militaires, la gendarmerie nationale. L'objectif, c'est ça, c'est de développer dans certains domaines, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du développement industriel, qui est essentiel. On a parlé tout à l'heure des hautes technologies, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est important qu'on ait nos propres capacités. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler d'un outil qui s'appelle Watson, qui est remarquable, en fait, intelligence artificielle. Mais Watson, en fait, on l'alimente, on lui fait part de nos éléments qui remontent. Donc, toutes les vulnérabilités que l'on peut avoir, toutes les tentatives d'attaque, si on les fait remonter, c'est bien sympathique, on participe collectivement à avoir une grande base de données, mais d'une certaine manière, on peut aussi donner un certain nombre d'éléments qui peuvent être un peu sensibles. Donc si en propre, on peut développer un certain nombre de capacités souveraines, bien évidemment, c'est tant mieux. Et aujourd'hui, les grands groupes, certes, sont présents, mais les PME et les startups sont essentiels à ce développement-là, quoi. Et donc justement, ce pôle d'excellence de la cyberdéfense, c'est un très bel exemple justement de ces partenariats qu'il faut creuser, qu'il faut élargir. Merci, mon général, d'avoir souligné l'importance de la coopération publique-privée. D'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en parler dans un atelier le 22 mars prochain, ici, dans cette école. Merci d'avoir aussi souligné l'importance de la couche cognitive, celle du sens, celle des données. Nicolas Duvinage en a parlé déjà tout à l'heure. Il a parlé aussi de la couche matérielle. On voit bien que quant au VH
à des data centers qui sont pliés, si vous me permettez l'expression. C'est à Strasbourg parce que c'est une panne d'électricité et en même temps une panne des groupes électrogènes. Et à Roubaix, ce sont les fibres optiques qui font défaut. Donc en fait, on est bien là dans autre chose que la cybercriminalité ou la cyberconflictualité. On est dans la cyberpanne, et la cyberpanne avec la loi de Murphy, que vous connaissez bien, la tartine tombe toujours du côté du beurre, et donc à chaque fois qu'on a un problème, on en a la deuxième qui vient derrière. Alors, avant de vous poser aux uns et aux autres une autre question que me suscite votre intervention, est-ce que vous avez envie de réagir sur ce qu'ont dit les autres? Moi, j'ai envie de me tourner vers Nicolas Duvinage et vers vous. Et comment vous faites pour travailler ensemble? Je sais que vous le faites, mais est-ce que vous le faites assez? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Chacun son job. La transparence est contradictoire, c'est la police judiciaire. Le secret et la discrétion et le non-transparent, c'est l'action du renseignement, c'est l'action des forces. Mais entre les deux, on peut peut-être trouver un terrain d'entente. La recherche et le développement, le besoin de retrouver, par l'analyse forensique, l'attribution de l'auteur, malgré l'usurpation d'identité, malgré les serveurs proxy qui peuvent être ici ou là pour semer le doute. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, nous répondre? Oui, mon général, merci. Oui, alors je prendrai un exemple parce que rien ne vaut les exemples. J'ai parlé tout à l'heure d'opérations. Les militaires conduisent des opérations, donc ils sont projetés sur des théâtres d'opérations. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse mener ces opérations le mieux possible. Et aujourd'hui, donc, les forces projetées peuvent subir des attaques sur les réseaux, des attaques directement justement sur nos moyens physiques, mais aussi des attaques cognitives et notamment sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une posture permanente de cyber, qui donc va être H24 et 7 jours sur 7, enfin qui l'est déjà, pardon, sur ce point-là, qui permet justement de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, par rapport aux forces déployées en opération, parfois il y a un certain nombre de fake news, d'attaques, mais aussi en remontant la ramification d'un certain nombre de réseaux, par exemple, nous pouvons être amenés à trouver un certain nombre d'éléments qui justement sont plutôt dans le domaine de la cybercriminalité. Et là, nous avons donc des canaux clairement établis et on se retourne justement vers un certain nombre d'entités qui sont à même de gérer cela, la gendarmerie nationale ou la police, enfin un certain nombre d'entités là-dessus. Donc dans l'action, à un moment ou à un autre, on a quand même des périmètres qui sont bien définis et nous sommes amenés donc à nous retourner vers les autres entités pour transmettre des informations, au-delà d'un certain nombre évidemment de rendez-vous réguliers où l'on se voit régulièrement dans le cadre de groupes de travail. Oui, pour compléter la réponse du ComCyber, cette collaboration, cette coopération, elle est sur plusieurs plans. Elle est sur le plan de la formation. Nous échangeons des formateurs et des stagiaires dans des formations croisées qui s'enrichissent du coup mutuellement de nos expériences et de nos profils et de nos méthodes différentes. La collaboration, elle passe aussi par les méthodes et les outils de travail. C'est-à-dire, c'est pas parce que nous n'avons pas tout à fait les mêmes finalités et la même zone territoriale de compétences, encore que pour autant on n'a pas le droit d'utiliser les mêmes outils ou d'avoir des outils communs. Je pense que c'est pas une bonne chose d'avoir systématiquement toujours tous les mêmes outils, parce que le jour où, si vous avez tous les mêmes outils, le jour où votre outil unique est aveugle sur une problématique, on est tous aveugles au même moment sur la même problématique. Donc c'est bien d'avoir des outils différents. Pour autant, c'est aussi important pour des raisons d'économie de moyens, de capitalisation des compétences, etc., d'avoir certains outils en commun. Et donc on échange sur des outils et des méthodes de travail. Et enfin, bien entendu, on peut échanger dans le respect de nos attributions respectives et de nos législations respectives. On peut échanger du renseignement soit purement technique, soit du renseignement stratégique, qui peuvent être utiles et utilisés pour nos métiers et nos finalités respectives. Merci. Alors, avant de revenir sur des questions plus juridiques avec vous deux, je me tourne vers Guillaume Tichier, qui tout à l'heure nous a parlé de threat intelligence, des SOC, des Security Operations Center, donc des centres opérationnels
dédié à la cybersécurité. Je voudrais quand même lui poser la question, finalement, par rapport à ce nouveau métier, sans doute, qui est l'anticipation, comment les entreprises sont-elles appelées à développer ces SOC? Comment ces SOC sont en train de s'adapter? Et surtout, quelles sont les entreprises qui peuvent s'offrir des SOC? Et comment, si on n'a pas les capacités d'avoir un SOC, éventuellement externaliser un certain nombre de capacités, un certain nombre de besoins? Déjà, je pense qu'il faut un peu démystifier, c'est-à-dire qu'un SOC, ça commence avec 2 ou 3 personnes, vous pouvez faire des choses très bien. Donc, on n'est pas forcé d'avoir un desk avec des vingtaines d'analystes pour être performant. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une mutualisation qui s'opère, c'est-à-dire que vous avez à la fois des grands donneurs d'ordre sur certaines filières qui prennent la responsabilité de créer des SOC qui marchent et qui fonctionnent, qui arrosent entre guillemets toute la filière, avec donc une remontée des incidents au niveau de ce SOC qui est donc mutualisé. Vous avez ensuite des sociétés de services qui proposent des SOC mutualisés, y compris à des PME, des TPE. Donc je crois qu'il y a un mouvement aujourd'hui vers davantage de mutualisation de la sécurité, et ça me permet de revenir sur ce besoin de coopération et d'échange permanent. On ne le dit pas assez, je crois que la sécurité de l'ensemble repose sur cet échange d'informations, échange entre le public et le privé, échange également entre les entreprises au sein d'une même filière, ce qui n'est jamais simple parce que vous avez aussi, évidemment, assez logiquement, des problématiques de concurrence, de compétitivité qui s'opèrent, mais on voit bien que ces échanges se développent et que les filières qui aujourd'hui, les secteurs qui ont pu créer ces structures d'échange d'informations sont beaucoup plus performantes en termes de sécurité que celles qui, au contraire, sont très éclatées et vivent un peu de façon, on va dire, old style, en faisant de la rétention d'informations. Et l'un des outils, d'ailleurs, aujourd'hui essentiels en matière de threat intelligence, ce sont bien ces plateformes d'échange qui permettent d'agréger des flux. Alors je parlais tout à l'heure des différents niveaux de threat intelligence. Il est clair que si ces informations restent dispersées, eh bien, vous n'êtes pas efficace. Et donc, vous avez aujourd'hui des plateformes, des agrégateurs qui permettent de prendre de l'information technique, qui permettent également de contextualiser cette information avec des notions de marché, avec également des aspects géopolitiques. Et je crois que c'est cet ensemble, de corrélation d'informations qui permet d'avoir des résultats. Ce partage est absolument essentiel. Est-ce que la coopération publique-privée est finalement plus facile que la coopération privée-privée? Difficile à dire. Je pense qu'elle est pas simple, cette coopération privée-privée. Elle est pas simple parce que là aussi, il y a une vraie différence entre des coopérations qui sont basées uniquement sur des individus. Je crois qu'aujourd'hui, on a une communauté de responsables sécurité, d'experts sécurité qui parlent, qui échangent. En revanche, le débat ensuite, c'est d'arriver à institutionnaliser davantage les choses, à mutualiser un certain nombre de moyens. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Alors, avant de donner la parole à la salle, je voudrais me tourner vers le général et vers Guillaume Vassoulière pour évoquer des questions de droit. Le général répondra à ma deuxième question, qui est liée à la loi de programmation militaire, où on commence à définir le cybercombattant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il faut trouver un statut qui permette de légaliser en quelque sorte l'action de militaires qui agissent infra-guerre ou même par rapport aux droits des conflits armés. Nous avons donc des zones d'ombre qu'il faut absolument clarifier par la loi. Mais Guillaume Vassoulière, on a beaucoup parlé de la protection du hacker éthique. Vous savez que la loi Godefrein repose sur un principe fondamental, c'est la trahison de la volonté du maître du système. Si je suis maître d'un système de traitement automatisé de données, et je dis à la personne, vous avez le droit d'entrer dans telle condition, dans telle partie, tout va bien. À partir du moment où je trahis cette bonne foi, je trahis la volonté de ce maître du système, alors je pénètre frauduleusement, je me maintiens frauduleusement, j'entrave frauduleusement, j'extrais frauduleusement des données. Donc toute l'économie du système, si je puis dire, d'un point de vue pénal, repose sur cette volonté du maître du système. Vous avez, avec votre contrat de bug bounty, en quelque sorte, réglé le problème. C'est-à-dire, en fait, vous avez dit à une entreprise, dites-moi ce que vous voulez, quand vous voulez, quel est le périmètre, et vous avez fait signer à vos pentesters un contrat en disant, je m'engage à ne pas faire autre chose. Donc, je m'engage à respecter la volonté du maître du système. Or, que voit-on? On voit apparaître régulièrement
des amendements, et récemment sur la loi comment dirais-je, relative à la directive Nice, on voit un projet d'amendement disant qu'il faut encore mieux protéger le bug bounty. Bon, l'amendement n'a pas été examiné pour des raisons purement constitutionnelles, mais on voit bien que, a priori, il semblerait qu'on n'ait pas véritablement tranché le problème. Même si la loi Le Maire avait, grâce à l'ANSSI, à qui on demande de ne pas respecter l'article 40 du Code de procédure pénale, donc de ne pas dénoncer l'auteur d'une infraction qui se dénonce, en quelque sorte, c'est une prime au repenti, même si on avait un peu avancé de ce point de vue-là, est-ce que, selon vous, la loi est correcte ou est-ce qu'il faut avancer, modifier, changer le dispositif pour garantir, en quelque sorte, une sorte de sécurité juridique pour nos pentesters, pour nos hackers sympathiques, mais parfois un petit peu borderline? Merci. Alors, c'est une question, c'est peut-être, c'est là où je vais pouvoir déployer toutes mes connaissances vis-à-vis de cette communauté. Notamment, on en parle en ce moment à Bruxelles autour de la CVD, donc tout ce qui est Coordinated Vulnerability Disclosure, ou aussi au niveau étatique, les VEP, donc Vulnerability Equity Process. Donc, pour avoir en plus participé avec Guillaume à l'article 47 de la loi Le Maire pour protéger justement les lanceurs d'alerte, puisque c'était une discussion que j'avais eue avec Guillaume Poupard lors de la nuit du hack en 2015 et qui justement aujourd'hui au niveau de Bruxelles, il y a 2 pays qui font de la CVD, on appelle ça divulgation coordonnée de vulnérabilité, donc il y a les Pays-Bas et la France. La France, c'est assez simple, c'est un petit texte qui protège justement ces lanceurs d'alerte qui vont remonter des vulnérabilités d'un système d'information à l'ANSSI et derrière c'est traité par le CERT-FR. Alors j'ai quelques données, faut savoir que l'ANSSI aujourd'hui a traité une dizaine de vulnérabilités concernant, dans le cadre de dans l'article 47. Nous, à côté de ça, on a créé justement un outil qui s'appelle zerodisclo.com, qui est un outil qui permet à la communauté de remonter des vulnérabilités et qui va permettre, couplé à la blockchain, d'avoir une traçabilité. Nous, on en a remonté plus de 100, et notamment en période des élections, c'était assez intéressant puisqu'on l'a lancé juste avant au FIC. Et dans le cadre aussi du bug bounty, comme vous l'avez indiqué, mon général, on va cadrer justement ces tests. Donc là, c'est l'entreprise qui est demandeuse, ce qui est complètement différent. Mais dans tous les cas, pour éviter le chaos, il faut des canaux de communication, des canaux de communication de confiance. Alors, par exemple, sur l'exemple de la CVD, de la coordination coordonnée de vulnérabilité, on voit bien que même si la NSSI a justement un système pour alerter pour les lanceurs d'alerte, on voit bien qu'une dizaine de vulnérabilités par rapport à un outil que nous proposons, avec qui nous avons depuis des années entretenu des relations de confiance avec cette communauté, où nous remontons plus de 100 vulnérabilités, on voit que justement coopérer, coordonner et justement faire de la gouvernance, donc c'est vraiment de la coopération, coopérer avec cette communauté qui a de l'expertise, donc un statut, comme on a pu le voir au niveau de l'amendement, en fait, le statut disait tous les hackers doivent être enregistrés auprès de l'ANSSI. Sauf qu'aujourd'hui, cette communauté elle a besoin de sa liberté pour justement garder cette efficacité, pour être performante, pour exercer son art. Donc ça, c'est important puisque c'est un art. Aujourd'hui, le hacking demande un certain niveau de compétence, de la curiosité. Les personnes, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est une passion. Et cette passion, justement, il faut la protéger. Donc la protéger non pas par un statut, il faut la protéger en la cadrant, notamment avec du bug bounty, pour justement centraliser cette communauté, lui définir des règles de jeu où ils vont pouvoir tester les entreprises, tester les systèmes d'information qui sont de plus en plus mobiles, notamment avec l'IoT, et qui sont de plus en plus présents dans nos vies au quotidien. Donc ça c'est important. Donc comment rajouter de l'efficacité dans un environnement qui est de plus en plus agile et qui va à une vitesse où la sécurité opérationnelle demande des compétences diverses et variées, des outils divers et variés, mais l'humain reste toujours présent dans cet écosystème et c'est le maillon le plus important de la chaîne. Donc pour moi, il faut protéger, il faut les protéger. Donc les protéger, c'est-à-dire créer des canaux de confiance, de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une vulnérabilité, que vous ayez fourché ou non, si vous la remontez de façon éthique
que ça soit dans le cadre d'une CVD, dans le cadre d'un bug bounty, ou juste en étant purement citoyen, lanceur d'alerte, il faut des outils. Donc avant, on passait par contact, un mail contact, et en fait derrière, c'était traité par le marketing ou la communication qui avait aucune notion du risque. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de la RGPD qui peut être une opportunité aussi pour traiter ces problématiques-là, puisque derrière, il y a une analyse de risque à faire, que ça soit... Et ça, c'est valable pour des entités privées, mais comme des entités publiques, hein, puisque les États-Unis, aujourd'hui, on parle de vulnerabilité equity process. Donc, notamment, on l'a vu sur la vulnérabilité Meldon de Intel. C'était quoi le process? Quelle était l'analyse de risque qui a été faite derrière pour dire, au final, on va alerter d'abord les fournisseurs américains, après les fournisseurs chinois, et en fait, en dernier, on va fournir la vulnérabilité à tous. Et tous, bah, c'est les autres, et notamment nos systèmes d'information étatiques. Donc voilà, il faut émuler cette communauté, donc il faut la protéger, émuler la recherche au niveau national et au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, on a une augmentation en fait, des offres d'emploi, notamment de 160% en 2 ans en France. Et aujourd'hui, on n'est pas capable d'adresser le marché. Et on a besoin, pour assurer la sécurité de notre transformation, la sécurité de notre reprise économique notamment, de compétences et comment émuler cette communauté qui aujourd'hui est un maillon qui est peut-être le maillon le plus important. Parce que avoir des décideurs, c'est une chose, mais avoir des opérationnels, c'est encore autre chose. Et c'est un maillon, c'est de la gouvernance et chacun a son importance dans la cybersécurité. Donc un statut, oui, mais pas dans le sens de l'amendement qui a été proposé, hein, puisque le but c'est de garder sa liberté pour justement exercer son art, mais créer des outils, des canaux de confiance qui vont permettre justement de protéger cette communauté pour qu'elle travaille au final pour le bien commun et qu'on ait un but ensemble, c'est de protéger nos concitoyens, nos infrastructures et innover, hein, parce que c'est important. Mais merci, donc il faut bien protéger. On l'a compris, et ça, je crois que c'est important. Et parce que de plus en plus, on a besoin de compétences. Et ces compétences, comme vous l'avez dit vous-même, elles vont parfois dans un milieu cyber un peu atypique, un peu utopique, un peu libertaire. C'est d'ailleurs ce qui fait à la fois parfois sa faiblesse, mais aussi sa force. Et donc, le monde cyber est à la fois composé de généraux très sérieux et de hackers un peu punk et un peu geek, mais c'est ce qui fait sa force. Alors, mon général, protéger, c'est aussi protéger nos militaires. Pourquoi ? La loi de programmation militaire, la précédente, la loi sur le renseignement, a introduit un certain nombre de dispositions législatives permettant de dire n'est pas pénalement responsable celui qui commet des infractions dans le code frein si il est agent de renseignement et agit à l'étranger par rapport aux intérêts fondamentaux de la nation. N'est pas pénalement responsable l'acteur de la cyberdéfense qui commet aussi des infractions. Alors déjà, on a une première protection parce qu'on sait bien que dans un certain nombre de cas, on est dans le droit commun et quand un juge étranger pourrait demander à un juge français d'instruire contre un militaire français ou un agent des services de renseignement. Mais dans la loi de programmation, du moins dans le projet, et je pense que ce projet, dans cet article précité, donc je vais voir, ira jusqu'au bout, on veut quand même améliorer le statut du cybercombattant. Parce que jusqu'à maintenant, il y a quand même une vraie question qui se pose. Est-ce que celui qui est derrière son écran, qui agit, est-ce que c'est encore un combattant ? Vous voyez ? Et donc, que dit la loi de programmation militaire, en tout cas son projet ? Alors, mon général, avant de répondre précisément à cette question, si vous le permettez, juste un tout petit rappel un petit peu justement du contexte juridique du cyberespace. Le cyberespace, il a surtout des normes techniques sur le plan juridique. Il y a peu ou pas de structure. Alors, heureusement, il y a, au travers d'un groupe d'experts gouvernementaux et des Nations Unies, a été reconnue en 2013 justement la transposition du droit, j'allais dire classique, dans le cadre du cyberespace. Et de même aussi un certain nombre d'avancées sur les comportements que les États devraient avoir. Donc là, ça ne s'impose pas, c'est une recommandation, une proposition dans le cyberespace, et notamment se posent ces questions du hack-back, qui pourrait le faire, un État oui, non, le privé oui, non, et ainsi de suite. Et de même, dans ce contexte, il y a ce qu'on appelle aussi le manuel de Tallinn, qui définit justement un certain nombre
de points d'application du droit général et aussi des droits un peu spécifiques, et notamment aussi donc, le droit des conflits armés. Alors, donc pour revenir à votre question plus précisément, justement aujourd'hui, le cybercombattant, il doit s'inscrire dans ce cadre le plus global possible. Et la loi de programmation militaire, justement, même si en effet ce n'est pas encore voté, comme le Conseil d'État a donné un avis favorable, je peux bien sûr vous en parler. Aujourd'hui, on peut considérer que donc, le militaire, alors pour l'instant c'est que le militaire, ce n'est pas encore le civil, mais le militaire, dans un cadre d'une opération clairement identifiée, à l'extérieur du territoire national, qui va mener des actions de coercition ou faire usage de la force, donc dans le cadre de son action au travers du cyberespace, eh bien, dans le respect bien évidemment du droit international, alors il pourra bénéficier de ce qu'on appelle l'excuse pénale. Voilà, donc il aura été mandaté, un petit peu comme on retrouve aujourd'hui dans le cadre des opérations extérieures, où justement, parce que le militaire, il est là pour réaliser quelque chose qui a été décidé par l'État français, souvent et même quasiment, enfin tout le temps, il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a défini un cadre pour une opération. Il y a une coalition où on retrouve souvent les mêmes pays qui travaillent ensemble pour souvent résoudre une injustice, une violence, ou voilà, intervenir pour rapatrier des ressortissants mis en danger. Eh bien, voilà, au même titre que ces actions passez-moi l'expression, dans la vraie vie, dans la vie réelle, eh bien, dans le cyberespace, le cybercombattant pourra donc bénéficier de cela. Donc, c'est une avancée forte qui permettra justement de la sérénité. Et là, c'est pareil aussi, hein, je le redis, véritablement, le ministère des Armées et comme les services de l'État, on applique le droit national, on applique le droit international. On est dans ce cadre-là. Mon général, vous parliez tout à l'heure justement du renseignement qui fait l'objet d'un certain nombre de règlements stricts. On ne fait pas n'importe quoi. On est reconnu comme étant une entité qui fait du renseignement ou qui ne fait pas de renseignement. Le ComCyber aujourd'hui ne fait pas de renseignement au sens strict du terme, donc, et voilà. Et donc il y a un cadre législatif particulier, quoi. Donc voilà, une avancée forte qui permettra justement de pouvoir agir dans la sérénité par rapport aux missions qui ont été confiées. Merci. Je crois qu'il y a des micros qui circulent dans... Voilà. La parole est à la salle. Avez-vous des questions à poser? Je vois le professeur Chéniaud qui veut prendre la parole. Nous aurons tout à l'heure Jean Heilbronn, que je salue, qui nous parlera de toutes les questions de droit international public dans la keynote numéro 2. Mais merci d'avoir en quelque sorte ouvert le sujet. Merci beaucoup. D'abord, compliment aux panélistes. Ma question s'adressera au général de brigade aérienne Tisser. Si l'on regarde les stratégies informatiques offensives, quel bilan le ComCyber fait des dernières cyberattaques russes sur l'Ukraine, émiraties sur le Qatar et israéliennes sur l'Iran? Merci de cette question, monsieur le professeur, hein, très, très pointue. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas répondre à tous les éléments dans le détail. En revanche, parce que justement, on l'a évoqué tout à l'heure, se pose la question justement de l'attribution. À qui peut-on attribuer telle ou telle attaque? Et aujourd'hui, justement, à la différence des États-Unis, des Britanniques, qui attribuent spécifiquement, tiens, voilà, les Russes sont derrière telle attaque. Aujourd'hui, justement, la France s'est pas positionnée donc politiquement, c'est une décision politique. Hein, moi, je me fais le relais simplement des éléments hein, en tant que militaire qui suit donc les directives du politique. On ne s'est pas positionné justement dans une attribution spécifique en disant voilà ce qu'il en est. En revanche, et si vous le permettez, on va prendre ça un peu comme un cas d'école. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que de par le monde, un certain nombre d'États, il y a un retour de certains États-puissances qui utilisent à plein toutes les possibilités du cyberespace pour justement imposer leur volonté aux autres. Et aujourd'hui, et notamment les Russes, hein, par rapport à l'Ukraine, on voit bien, ils sont dans une dynamique de guerre hybride qui va mutualiser des actions cinétiques traditionnelles avec éventuellement des forces traditionnelles, militaires, mais aussi utiliser le cyberespace pour préparer une action ou en continuité d'une action,
faire de l'influence au travers des réseaux sociaux, casser un certain nombre de moyens de l'adversaire, et typiquement, pourquoi pas, et c'est ce qui s'est produit, envoyer sur chacun des combattants, pour ceux pour lesquels on a récupéré leur numéro de téléphone portable, un SMS en leur disant mais qu'est-ce que vous faites là, ça sert à rien, vos autorités politiques de toute façon ils sont partis, ils s'intéressent plus à vous, enfin donc tout ce qui peut être fait en matière de guerre de l'information, d'influence, et donc sur une palette très large pour attaquer, pour entraver l'utilisation des moyens. Et pareil aussi, utiliser un certain nombre de groupes sans uniforme pour pouvoir agir de manière clandestine en liaison justement avec un certain nombre d'actions. Donc aujourd'hui, oui, manifestement, il y a un certain nombre d'États qui ont cette possibilité d'agir de manière hybride, d'utiliser à plein ces moyens. Et on voit en effet qu'aujourd'hui se pose la question de à quel moment est-on en droit de réagir. Et là, en effet, sans trop anticiper sur les aspects juridiques qui seront développés tout à l'heure, se pose la question à quel moment est-ce que cette action dans le cyberespace, qui éventuellement peut avoir des conséquences dans la réalité, est considérée comme une attaque, et à quel moment on peut réagir et considérer que voilà, on est attaqué, donc on peut réagir soit dans l'espace cyber, soit carrément en dehors aussi, parce que là, c'est quelque chose d'important. La réponse à une attaque cyber, elle n'est pas forcément cyber, elle peut être politique, économique, enfin diplomatique, il y a de nombreuses possibilités, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire. En effet, j'espère que ça répond à votre question, même si je ne suis pas rentré dans le détail de tout, mais c'est vrai que cette question de l'attribution et après du seuil à partir duquel on décide, une autorité politique décide de là on va réagir, et là on se retourne vers le ComCyber qui justement a des capacités d'action dans l'espace numérique. Merci. Avant de passer à une autre question, Nicolas Duvillage voudrait réagir. Oui, simplement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, en 30 petites secondes, rappeler également, parce que c'est assez peu connu, que l'utilisation d'armes offensives n'est pas qu'un enjeu pour le ministère des Armées ou les services de renseignement, c'est aussi un enjeu extrêmement fort pour les forces de police judiciaire, police et gendarmerie en particulier, et face au recours massif, croissant, mais déjà massif, de nos adversaires, des délinquants et des criminels à des outils de chiffrement, de communication sécurisée, type WhatsApp, Skype, Viber, etc. Nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir prendre le contrôle à distance des terminaux de communication, puisque à un moment, la communication soit n'est pas encore chiffrée, soit est déjà déchiffrée, puisque l'humain ne communique pas naturellement de façon chiffrée. Et donc, on a besoin de pouvoir utiliser ce genre d'outils, nous aussi. La législation française le permet par un trou de souris. Et donc, il y a un groupe de travail actuellement interministériel et interservice qui planche sur le sujet. Et on est dans un paradoxe où on a à la fois une vulgarisation et une démocratisation de ces outils, à la fois de communication sécurisée, mais également des outils de piratage grand public, et à la fois un élitisme étatique sur le recours à ce genre d'outils, qui peut être par ailleurs qualifié d'outils à double usage civil ou militaire, et donc relever d'enjeux de souveraineté derrière. Donc il y a une vraie question de fond derrière. Alors, il nous reste encore 4 minutes et 7 secondes. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour, merci beaucoup. J'aurais une question également pour le général Tisser. Vous avez parlé brièvement de quelques outils qui étaient mis à la disposition de nos armées, des outils numériques. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ces outils, s'il vous plaît? Alors là aussi, veuillez m'excuser, je ne pourrais pas rentrer dans le détail complet. En revanche, comme on l'évoquait tout à l'heure, le ComCyber est sur l'ensemble des secteurs. Donc nous avons des outils justement pour la détection, pour pouvoir justement, on parlait tout à l'heure de threat intel, de choses comme ça, donc on est en plein dedans. On a des centres experts qui justement d'analyse en lutte informatique défensive avec des bases de données dans lesquelles on est en train d'intégrer un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle, de choses comme ça. Donc on a cette dynamique pour essayer d'être à la pointe de ce qui existe comme outil.
Alors comme c'est un domaine qui évolue beaucoup, aujourd'hui on a une capacité d'acquisition des équipements qui est peut-être pas aussi agile que l'on souhaiterait, mais on travaille dessus en liaison avec la DGA pour accélérer tout ça. Donc ça, en effet, c'est le premier volet, toute la partie détection. Après, bien évidemment, analyse, caractérisation, là aussi c'est pareil. On a besoin d'un certain nombre d'outils assez pointus, très techniques. Des capacités de rétro-engineering, de choses comme ça, pour pouvoir creuser un petit peu, voir ce que les attaques ou ce qui transite en marge de nos réseaux peut avoir dans le ventre, ou les tentatives justement de gratter à la porte. Et puis après, et là malheureusement je ne pourrais pas trop en dire, c'est évidemment la capacité donc à réagir par rapport à une attaque. Donc aujourd'hui on peut, juridiquement parlant, si on est attaqué, donc réagir et faire en sorte que cette attaque cesse. Donc là, vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut être en mesure de pouvoir remonter jusqu'à la source de cette attaque et pour pouvoir justement la faire cesser, en fait. Donc voilà. Et après, dans le cas justement de moyens d'effets cyber que j'évoquais tout à l'heure, d'effets opérationnels, là aussi, en fonction de l'objectif que l'on souhaite atteindre, au même titre qu'on a des avions de chasse, de l'artillerie, des porte-avions, eh bien, on a des moyens qui vont nous permettre justement de pouvoir dérouler une stratégie d'action qui aujourd'hui donc est combinée et mutualise un certain nombre de ces éléments-là, en fait. Et donc l'objectif justement, c'est de garder la surprise. Et si on peut faire en sorte que l'adversaire ne connaisse pas nos moyens, nos capacités, c'est quelque chose d'intéressant. Donc c'est pour ça qu'on est très discret dessus et on ne développe pas l'aspect technique de ces outils-là, parce que justement, ce serait faire apporter à l'assaillant sur un plateau d'argent un certain nombre d'éléments. Voilà. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir parfaitement respecté le timing. Merci de vos propos clairs, précis. Je crois qu'ils vous ont éclairé, qu'ils ont montré que lutter contre le chaos, c'est peut-être d'abord de travailler ensemble et de travailler intelligemment comme ils le font, chacun avec son tempérament, chacun avec ses statuts, chacun avec, je dirais, sa fougue et ses capacités. Et voilà, donc je pense que ce premier atelier doit vous permettre de répondre « Oh oui, on peut se prémunir contre le chaos, car il y a des hommes et aussi des femmes de grande qualité qui sont là pour ça. » Merci, on peut les applaudir. Et je vous remercie de... Alors, mes chers amis, maintenant, avant d'avoir, on va dire, non pas la pause, mais le libre-échange, nous voulons introduire la deuxième table ronde. Et pour le faire, j'appelle Véronique Chanu, professeure à Paris 2, professeure de gestion, titulaire de la chaire gestion, qui va nous parler du management, comment changer les règles de management, comment changer la gestion, que devient le leadership. Le président Jacques Chirac disait, un chef, c'est fait pour cheffer. Est-ce qu'on pourra être encore cheffeur quand on sera cyberchef? Voilà, la question est posée, à vous de répondre. Merci. Merci, Général. Puis effectivement, le sujet, c'est transformation numérique et management, le changement ou le chaos. Alors, en reprenant le sujet qui m'avait été assigné, je me suis dit que les organisateurs du colloque ne manquaient pas de malice, ou plutôt qu'ils avaient quand même un certain sens du défi, parce que quand on lit ce titre, on se dit que finalement, chaque terme est assez indéterminé et justifierait de longues définitions, mais le quart d'heure serait déjà dépassé. Et ce titre est en lui-même tout un programme de recherche pluriannuel. Donc, je vais essayer de relever ce défi en un quart d'heure, de donner quelques pistes que peuvent ouvrir les sciences de gestion sur ce sujet. Et pour qui réfléchit au prisme du management, en fait, la tâche s'avère un peu chaotique. Chaotique pour trois raisons. La première, c'est que la transformation numérique recouvre des phénomènes éminemment variés. On l'a vu dans la précédente table ronde, on parle de beaucoup de choses. Les nouvelles technologies mobiles, les objets connectés, l'essor des médias sociaux, les plateformes collaboratives, la massification de données, les big data, l'open data, avec des moyens sans cesse enrichis pour gérer ces données. Et donc finalement, on a tendance à mélanger des phénomènes qui sont très disparates. La deuxième difficulté, c'est que tous ces phénomènes ont eux-mêmes des effets très variés.
très variée et très rapide. C'est toutes ces transformations numériques, parce que je crois qu'il faut passer au pluriel, il ne s'agit pas de la transformation numérique, mais des transformations numériques. Elles impliquent de nouvelles manières de créer, dans les fameux Fab Labs, des nouvelles manières de produire, des nouvelles manières de financer avec les crowdfunding, des nouvelles manières de s'organiser, de gérer, des nouvelles manières de créer de la valeur avec les nouveaux systèmes d'affaires. Voilà, donc ce sont des effets extraordinairement variés. Et puis, troisième difficulté, et pas la moindre, à laquelle j'ai été confrontée en m'attaquant à ce sujet, c'est que les sciences de gestion, finalement, elles sont assez mal équipées pour penser le désordre. Au contraire, elles ont une certaine propension à penser l'ordre, la régularité, la norme. Il n'est qu'à se référer aux 2 ouvrages fondateurs de notre discipline, celui du français Henri Fayolle, Administration industrielle et générale, publié à peu près en même temps que celui plus connu de Taylor, L'organisation scientifique du travail. Dans ces 2 ouvrages fondateurs, parus à peu près en même temps de part et d'autre de l'Atlantique, c'est une même conception du management qui s'exprime, avec une même conception des organisations très rationnelle, et le management y est présenté sur le mode de l'optimisation, de l'ordre, du contrôle. Et ces représentations, elles ont la vie dure, elles sont devenues finalement un peu des représentations de sens commun pour les managers, même si l'on sait très bien que les organisations aujourd'hui sont confrontées à d'autres difficultés. Elles sont confrontées justement à des phénomènes très aléatoires, très chaotiques. Elles poursuivent d'autres visées. Elles doivent se développer, elles doivent survivre dans des environnements très instables. Alors, les sciences du management, elles se sont un petit peu tournées vers les théories du chaos. Mais il faut bien le dire, elles en ont fait un usage assez métaphorique. On trouve beaucoup de choses sur le chaos organisationnel, mais c'est un emprunt assez métaphorique, comme d'ailleurs les sciences de gestion le font souvent quand elles empruntent au vocabulaire de la physique, de la biologie ou au vocabulaire militaire. Et donc les écrits qu'on trouve dans les années 1990-2000 qui sont consacrés au chaos organisationnel ont eu finalement un impact et un succès assez limités. D'ailleurs, quand on s'est essayé à penser le chaos en sciences de gestion, on l'a souvent amené à l'ordre. J'en veux pour preuve les écrits d'un certain Nonaka, qui était parmi les premiers à évoquer l'idée de chaos créatif et à penser le changement organisationnel comme un chaos créatif qui nécessitait de l'apprentissage organisationnel, qui nécessitait la rupture avec les routines. Eh bien, ce même Nonaka a écrit un article qui s'appelle « Créer l'ordre organisationnel à partir du chaos ». C'est en fait un peu le leitmotiv de tous ces travaux sur le chaos organisationnel. Le chaos est présenté comme perturbateur, certes, mais il est aussi organisateur et créatif. Et en fait, tous ces auteurs essaient d'avancer l'idée que l'ordre surgirait finalement du chaos. Donc il y a deux conclusions qui ont quand même permis des avancées sur le sujet de cette génération de travaux. La première conclusion, c'est qu'on a admis que finalement le chaos était inhérent aux organisations. Les organisations sont en quelque sorte chaotiques par nature, parce qu'il y a des forces qui travaillent les organisations, des forces qui poussent vers l'ordre et la stabilité, tout ce qui est de la planification, le contrôle, la structuration, la programmation, des choses qu'on connaît bien, tout ça, ça pousse à l'ordre et à la stabilité, tandis que d'autres forces vont créer du désordre, de l'instabilité. C'est tout ce qui concerne la gestion de l'innovation, l'expérimentation, les initiatives individuelles. Donc, on a admis qu'il y avait dans la nature même des organisations ces deux types de forces qui s'exprimaient.
Du coup, deuxième conclusion, gérer le changement est apparu comme une dialectique assez subtile entre l'ordre et le désordre. Et il y a beaucoup d'écrits qui expliquent que gérer le changement, c'est en fait gérer les contradictions, gérer les tensions, c'est conjuguer le délibéré et l'émergent, le hasard et la nécessité, le planifié et le spontané. Alors, c'est des conclusions qui font consensus, mais qui finalement sont assez abstraites et pas très opératoires. D'ailleurs, il est assez amusant de constater que quand on retourne voir l'article de référence de Thietard et Forgues de 2006, article intitulé « La dialectique de l'ordre et du chaos », eh bien, leur conclusion est simple, le management, une tâche impossible. C'est vous dire à quel point on a des difficultés à penser le management dans ces environnements organisationnels très, très chaotiques. Et pourtant, les transformations numériques, elles bousculent de façon très tangible les pratiques managériales. Ces transformations, elles n'ont rien de virtuel. Elles sont vraiment tangibles dans le quotidien de nos organisations. Quelques exemples. Les nouvelles sociabilités qui émergent du numérique, les processus transversaux, les communautés ouvertes qui s'organisent, les organisations en réseau, et puis un sujet dont on parle à peine, mais auquel tout le monde pense, la mise en cause de la hiérarchie. Sujet particulièrement sensible dans nos organisations bureaucratiques. Et d'ailleurs, je ne pouvais m'empêcher de penser aux vieilles leçons de Michel Crozier qui expliquait que dans les organisations bureaucratiques, en fait, une source importante de pouvoir était dans la rétention d'informations. Eh bien, finalement, 50 ans après Michel Crozier, je me demande si c'est presque pas l'inverse. Si ce n'est pas aujourd'hui la capacité à diffuser rapidement de l'information qui est devenue une source essentielle de pouvoir. Alors, pour tenter de penser ces transformations qui affectent le quotidien des managers, alors même qu'on n'a pas vraiment conceptuellement beaucoup avancé sur le sujet, je me suis dit que plutôt que d'aller voir la littérature récente sur le numérique, la gestion numérique, eh bien en fait, j'allais retourner voir et vous partager avec vous les réflexions d'une vieille dame. Cette vieille dame, elle s'appelle Mary Parker Follett, on en a un petit peu parlé avec les auditeurs du MBA. Elle était contemporaine de Taylor, elle a écrit dans les années 20, mais elle n'a pas eu la même célébrité. Mais on possède encore des écrits de sa part. Elle était consultante, experte en management. Elle avait beaucoup travaillé aussi comme travailleur social. Et elle a eu une sorte de prescience de la théorie du chaos en matière de management. Et elle nous livre des messages qui ont un siècle et qui ont des résonances très actuelles quand on commence à s'intéresser à ces transformations du numérique sur nos organisations. Exemple de message, je vais donner 3 exemples. Premier message, elle nous explique que l'autorité doit être attachée à la compétence et non à la hiérarchie. Et que l'autorité, elle doit diffuser dans l'ensemble de l'organisation. Le leadership doit être en quelque sorte distribué. Autre message, manager, dit-elle, c'est coordonner. Et coordonner, c'est intégrer. Le manager, il doit mettre toute son énergie à mettre en relation, à faire coopérer, à donner du sens à l'ensemble. Et ça passe par la mobilisation autour de valeurs fortes. Troisième message, qu'est-ce qu'un bon leader? Pour Mary Parker Follett, le bon leader n'a pas besoin de commander véritablement. Il a d'autant moins besoin de commander qu'il a su au préalable organiser et développer une vision globale et surtout avoir un temps d'avance. Pour elle, le bon leader, il a l'esprit d'aventure. Il sait créer la situation suivante. Il a le goût de l'expérimentation, de la créativité, de la curiosité. Il a aussi, dit-elle, une capacité à s'émerveiller. Donc le bon leader, en quelque sorte, c'est un créateur du possible. Et vous voyez à quel point ce profil de leader s'applique
vraiment très bien à ces leaders qu'on voit émerger dans nos nouvelles organisations en réseau. Et Mary Parker Follett, elle a modélisé en quelque sorte ce qu'était le management, d'où allaient émerger ces leaders d'un nouveau type. Et elle explique que c'est la loi des 3 états. Elle explique que le management, c'est en fait une combinaison entre 3 états. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. L'état solide, c'est ce qui est, ce qui existe. Alors là, on est dans le monde de l'ordre, de la structure, de la procédure, des programmes, de la planification, de la hiérarchie, de l'autorité. Et puis, dit-elle, nos organisations, ce sont aussi des flux. Il faut avoir une vision un peu cinématographique de nos organisations, qui sont animées par un mouvement. Et là, c'est l'état liquide. Ce sont nos organisations qui sont traversées de projets. L'état liquide, c'est ce qui devient. Et puis enfin, l'état gazeux, c'est un peu l'état évanescent, c'est ce qui pourrait être, c'est ce qui pourrait advenir. Et alors là, on est dans le monde de l'hypercomplexité, dans le monde du désordre, dans le monde de l'incertain. Bref, là, on est dans le monde du chaos. C'est un monde en quête de sens. C'est aussi un monde en quête d'inspiration. Et là, on voit bien comment, il y a un siècle, Mary Parker Follett a bien mis en lumière ces phénomènes d'émergence qui sont au cœur de l'organisation chaotique. Et elle a bien montré aussi que le leader, dans ce contexte, c'est celui qui va utiliser tout son potentiel créatif afin de favoriser ces émergences. Et alors, le modèle très complet de Mary Parker Follett montre que ces 3 états sont interdépendants. Il y a une complémentarité entre ce qui est, ce qui devient et ce qui pourrait advenir. Autrement dit, la tâche du leader, c'est de bâtir le présent à partir du dessin qu'il a du futur, à partir du dessin qu'il a de là où il souhaite aboutir, mais ce dessin d'avenir ne peut se réaliser, ne peut devenir que s'il est vraiment ancré dans ce qui existe. Donc c'est cette liaison entre ce qui est, ce qui devient et ce qui pourrait advenir qui est vraiment la tâche principale du manager. Alors on voit bien comment ces éléments sont en fait très parlants, des résonances très actuelles pour penser les désordres numériques contemporains et pour penser la tâche de l'homo numericus dans nos organisations, avec des projets ouverts, des projets créatifs, des créativités qui se partagent, des projets qui permettent de valoriser des compétences, des projets qui permettent aussi de penser de nouvelles logiques d'usage individuel et collectif. Et finalement, cette conception follettienne de l'organisation, elle est un peu résumée par un auteur contemporain qui s'appelle Carl Weck, qui dit bien finalement, en matière de management et de changement, il faut faire ce que l'on a toujours fait. C'est nécessaire dans l'adaptation à court terme, mais il faut faire aussi ce que l'on n'a jamais fait. C'est nécessaire dans l'adaptation à long terme. Et les deux sont nécessaires simultanément. Et je crois que c'est très important de penser simultanément à la fois ce que l'on a toujours fait, les routines, et ce qu'il est nécessaire de faire pour arriver à appréhender ce chaos organisationnel qui affecte à la fois le temps, l'espace et la relation aux autres dans nos organisations, avec un temps qui se contracte, avec un espace physique dont les frontières sont dissoutes, et avec des relations aux autres qui sont complètement perturbées dans le cadre notamment des réseaux sociaux. Donc cette perspective follettienne, en fait, elle nous invite à penser le management dans des situations de rupture, dans des situations un petit peu extrêmes, dans des situations rupture avec le cours de la vie ordinaire, des situations évolutives,
incertaine, risquée. Et là, la littérature managériale a mobilisé depuis quelques années les apports de penseurs qui avaient travaillé sur justement sur ces organisations à haute fiabilité. C'est le courant de la haute fiabilité organisationnelle, des organisations qui sont exposées à des risques majeurs et qui, en même temps, ne peuvent pas se permettre des erreurs. Donc tout l'enjeu était de comprendre comment éviter ces erreurs et produire des organisations ultra fiables. C'est le même VEC dont j'ai parlé tout à l'heure qui a donné quelques éléments de réponse pour montrer que la fiabilité, en fait, était le résultat de processus qui concernaient l'organisation tout entière, avec 3 facteurs qui ont été mis en évidence, 3 facteurs pour organiser cette fiabilité. Premier facteur, la conscience collective. Élaborer une conscience collective, pas simplement individuelle, mais de toute l'organisation. Développer une organisation consciente, attentive. On en a eu une illustration dans la table ronde précédente. Une organisation qui repère des erreurs, repère des signaux faibles, et est attentive avec des individus collectivement conscients et attentifs, avec une capacité à développer des perceptions de situations inattendues, et donc une disposition à agir collectivement et efficacement. Deuxième facteur de fiabilité, une culture de vigilance, pas de vigilance individuelle, mais de vigilance réciproque, nous disent les auteurs de ce courant des organisations hautement fiables. Chaque individu, isolément, doit être attentif et vigilant, mais il faut surtout qu'il y ait une culture de vigilance réciproque, une attention portée aux autres. Et ça, cette culture de vigilance réciproque, elle ne peut se développer que dans des habitudes, des routines, des rites, des habitudes au sein des histoires au sein de l'organisation. Et puis, troisième facteur de fiabilité organisationnelle, il a également été évoqué par l'un des orateurs de la table ronde précédente, la résilience organisationnelle. Cette capacité, lors d'un choc ou d'un événement particulièrement traumatisant, cette capacité à développer des solutions innovantes, à rebondir, à prendre des initiatives, à pouvoir rapidement, éventuellement, changer de rôle, embrasser de nouveaux rôles. Et c'est ce qui permet de développer aussi une confiance réciproque. Donc, conscience collective, culture de vigilance, résilience organisationnelle, tout ça s'exprime aussi dans une forte capacité à improviser que l'on trouve dans ces organisations. Et je me suis dit, finalement, la problématique de la transformation numérique, c'est surtout une problématique de la fiabilité organisationnelle. Et sur ces 3 facteurs de fiabilité organisationnelle, il me semble que les nouveaux outils numériques sont plutôt de nature à renforcer la fiabilité des organisations. Par exemple, sur la conscience collective, les nouvelles communautés et les nouveaux liens communautaires qui s'expriment dans ces espaces numériques sont plutôt de nature à retisser des liens et à susciter des nouvelles formes de conscience collective. Deuxième facteur, la vigilance réciproque. Il me semble également que les nouveaux outils de veille dont on a pu parler tout à l'heure sont susceptibles de nourrir et de stimuler cette culture de vigilance réciproque. Quant à la résilience organisationnelle, qui est le 3e facteur qui est mis en avant pour organiser des processus hautement fiables, la résilience organisationnelle, il me semble que paradoxalement, avec les nouveaux outils numériques dont on dispose, qui jouent beaucoup sur l'instantanéité des informations, ils mettent aussi à disposition une mémoire de très long terme, avec la possibilité de garder en mémoire des expériences collectives passées. Certains auteurs ont même parlé de prothèses mémorielles. En tout cas, il y a des dispositifs de stockage de l'information, mais aussi d'expériences collectives, non seulement la possibilité de stocker des expériences du passé, mais surtout de les ranimer, de les réactiver pour répondre à des situations présentes. Et ça, c'est typiquement
un des processus qui permettent d'organiser de façon fiable une organisation et d'entretenir des capacités de résilience organisationnelle. Donc au final, contrairement à beaucoup d'articles contemporains qui sont finalement assez pessimistes sur la capacité à gérer les transformations numériques, il me semble qu'il est possible de formuler, à la suite des auteurs dont je viens de citer, quelques conclusions très provisoires, mais qui plaident plutôt pour un management très, très actif, voire proactif, autour de 3 idées. Première idée, le chaos, il s'organise. Il ne s'agit pas simplement, comme le suggère le titre du colloque, de s'en prémunir, mais de l'organiser de façon fiable. Il me semble qu'on a à notre disposition beaucoup d'outils qui permettent de renforcer, de consolider cette fiabilité. Deuxième réflexion, pourquoi ne pas aller jusqu'à ajouter au répertoire des métiers que nous livre chaque année, enfin pas chaque année, mais que nous livre la fonction publique, un répertoire assez épais, mais j'y ai pas trouvé un métier, celui de gestionnaire du chaos. Il me semble que toutes les tâches qu'on évoque depuis le début de l'après-midi justifieraient assez de dessiner ce nouveau métier de gestionnaire du chaos. Et puis enfin, troisième conclusion, sur l'agir. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'un agir managérial chaotique et restaurer peut-être ce vieux modèle qu'on connaît bien en théorie des organisations, qui a pris des noms différents, on l'appelle le modèle de la poubelle, le modèle de l'anarchie organisée. En tout cas, c'est un modèle d'organisation qui essaie justement de penser les processus aléatoires et, comme dit l'un de ses auteurs, James March, c'est un modèle qui met en évidence la technologie de la déraison. Alors, c'est quoi pour lui la technologie de la déraison? C'est des modèles d'action managériale où on agit avant de penser. Et finalement, pour les femmes et hommes d'action que vous êtes, c'est un modèle, je crois, assez réaliste. Et donc, penser les transformations numériques dans ce modèle d'action, où on a géré des processus très aléatoires, et où on agit avant de penser. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on agit en essayant de composer entre des solutions qui existent souvent, qui préexistent, avec des problèmes qui surviennent dans l'action, en s'appuyant sur des éléments de contexte et dans une vision très entrepreneuriale, finalement, dans une vision très proactive. Et bien là, ça permettrait de développer un management qui ne permette pas, là encore, simplement de se prémunir, parce que je trouve finalement ce titre du colloque un peu sur la défensive, mais penser un modèle de management beaucoup plus proactif qui permette de penser les perturbations numériques, mais surtout de s'y attaquer avec toute la combativité managériale dont font preuve nos managers publics. Mais merci. Merci, Madame le professeur, pour cet exercice particulièrement passionnant et qui, à mon avis, constitue une feuille de route remarquable pour nos officiers et élèves. Vous avez compris qu'il fallait à la fois concilier le solide, le liquide et le gazeux, mais dans la sublimation, quand on passe du solide au gazeux directement, comment fait-on? Mais je crois que c'est un message plein d'optimisme. On peut encore être leader à l'ère du numérique et surtout, c'est peut-être le numérique qui va nous permettre de retrouver les fondements du leadership. Merci, Madame. Merci à vous toutes d'avoir été jusqu'à présent avec nous. Nous nous retrouvons dans 15 minutes. Il est exactement 15. À 30, nous redémarrons. Merci d'être fidèles et précis au rendez-vous.